George Orwell, La ferme des animaux. Chapitre 1. Le propriétaire de la ferme du manoir, Monsieur Jones, avait poussé le verrou des poulaillers, mais il était bien trop saoul pour s'être rappelé de rabattre les trappes. S'éclairant de gauche et de droite avec sa lanterne, c'est en titubant qu'il traversa la cour. Il entreprit de se déchausser, donnant du pied contre la porte de la cuisine, tira au tonneau un dernier verre de bière et se hissa dans le lit où était Madame Jones, déjà en train de ronfler. Dès que fut éteinte la lumière de la chambre, ce fut à travers les bâtiments de la ferme un bruissement d'ailes et bientôt tout un remue-ménage. Dans la journée, la rumeur s'était répandue que Sage l'Ancien avait été visité, au cours de la nuit précédente, par un rêve étrange dont il désirait entretenir les autres animaux. Sage l'Ancien était un cochon qui, en son jeune temps, avait été proclamé lauréat de sa catégorie. Il avait concouru sous le nom de Beauté de Willingdon, mais pour tout le monde, il était Sage l'Ancien. Il avait été convenu que tous les animaux se retrouveraient dans la grange dès que M. Jones se serait éclipsé. Et Sage l'Ancien était si profondément vénéré que chacun était prêt à prendre sur son sommeil pour savoir ce qu'il avait à dire. Lui-même avait déjà pris place à l'une des extrémités de la grange, sur une sorte d'estrade. Cette estrade était son lit de paille éclairé par une lanterne suspendue à une poutre. Il avait 12 ans, et avec l'âge avait pris de l'embonpoint, mais il en imposait encore, et on lui trouvait un air raisonnable, bienveillant même, malgré ses canines intactes. Bientôt les autres animaux se présentèrent, et ils se mirent à l'aise, chacun suivant les lois de son espèce. Ce furent d'abord le chien Filou et les 2 chiennes qui se nommaient Fleur et Constance, et ensuite les cochons qui se vautrèrent sur la paille face à l'estrade. Les poules allèrent se percher sur des appuis de fenêtres et les pigeons sur les chevrons du toit. Vaches et moutons se placèrent derrière les cochons et là se prirent à ruminer. Puis 2 chevaux de trait, Malabar et Douce, firent leur entrée. Ils avancèrent à petits pas précautionneux, posant avec délicatesse leurs nobles sabots sur la paille, de peur qu'une petite bête ou l'autre s'y fût tapie. Douce était une superbe matrone, entre 2 âges qui, depuis la naissance de son 4e poulain, n'avait plus retrouvé la silhouette de son jeune temps. Quant à Malabar, une énorme bête, forte comme n'importe quelle 2 chevaux. Une longue raie blanche lui tombait jusqu'aux naseaux, ce qui lui donnait un air un peu bêta, et de fait, Malabar n'était pas génial. Néanmoins, chacun le respectait parce qu'on pouvait compter sur lui et qu'il abattait une besogne fantastique. Vinrent encore Edmé, la chèvre blanche, et Benjamin, l'âne. Benjamin était le plus vieil animal de la ferme et le plus acariâtre. Peu expansif, quand il s'exprimait, c'était en général par boutades cyniques. Il déclarait, par exemple, que Dieu lui avait bien donné une queue pour chasser les mouches, mais qu'il aurait beaucoup préféré n'avoir ni queue ni mouche. De tous les animaux de la ferme, il était le seul à ne jamais rire. Quand on lui demandait pourquoi, il disait qu'il n'y a pas de quoi rire. Pourtant, sans vouloir en convenir, il était l'ami dévoué de Malabar. Ces 2-là passaient d'habitude le dimanche ensemble, dans le petit enclos derrière le verger, et sans un mot broutaient de compagnie. À peine les 2 chevaux s'étaient-ils étendus sur la paille qu'une couvée de canetons, ayant perdu leur mère, firent irruption dans la grange, et tous, ils piaillaient de leur petite voix et s'égaillaient, çà et là, en quête du bon endroit où personne ne leur marcherait dessus. Douce leur fit un rempart de sa grande jambe, ils s'y blottirent et s'endormirent bientôt. À la dernière minute, une autre jument, répondant au nom de Lubie, la jolie follette blanche que M. Jones attelle à son cabriolet, se glissa à l'intérieur de la grange en mâchonnant un sucre. Elle se plaça sur le devant et fit des mines avec sa crinière blanche enrubannée de rouge. Enfin, ce fut la chatte. À sa façon habituelle, elle jeta sur l'assemblée un regard circulaire, guignant la bonne place chaude. Pour finir, elle se coula entre Douce et Malabar, sur quoi elle ronronna de contentement, et du discours de Sage l'Ancien n'entendit pas un traître mot. Tous les animaux étaient maintenant au rendez-vous, sauf Moïse, un corbeau apprivoisé qui sommeillait sur un perchoir, près de la porte de derrière, et les voyant à l'aise et bien attentifs, Sage l'Ancien se racla la gorge, puis commença en ces termes. « Camarades,
Vous avez déjà entendu parler du rêve étrange qui m'est venu la nuit dernière. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai d'abord quelque chose d'autre à vous dire. Je ne compte pas, camarades, passer encore de longs mois parmi vous. Mais avant de mourir, je voudrais m'acquitter d'un devoir, car je désire vous faire profiter de la sagesse qu'il m'a été donné d'acquérir. Au cours de ma longue existence, j'ai eu, dans le calme de la porcherie, tout loisir de méditer. Je crois être en mesure de l'affirmer, j'ai, sur la nature de la vie en ce monde, autant de lumière que tout autre animal. C'est de quoi je désire vous parler. Quelle est donc, camarades, la nature de notre existence? Regardons les choses en face. Nous avons une vie de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre, et ceux d'entre nous qui ont la force voulue sont astreints au travail jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Et dans l'instant que nous cessons d'être utiles, voici qu'on nous égorge avec une cruauté inqualifiable. Passé notre première année sur cette terre, il n'y a pas un seul animal qui entrevoie ce que signifient des mots comme loisir ou bonheur. Et quand le malheur l'accable, ou la servitude, pas un animal qui soit libre. Telle est la simple vérité. Et doit-il en être tout uniment ainsi par un décret de la nature? Notre pays est-il donc si pauvre qu'il ne puisse procurer à ceux qui l'habitent une vie digne et décente? Non, camarades, 1000 fois non. Fertile est le sol de l'Angleterre et propice son climat. Il est possible de nourrir dans l'abondance un nombre d'animaux bien plus considérable que ceux qui vivent ici. Cette ferme, à elle seule, pourrait pourvoir aux besoins d'une douzaine de chevaux, d'une vingtaine de vaches, de centaines de moutons, tous vivant dans l'aisance une vie honorable. Le hic, c'est que nous avons le plus grand mal à imaginer chose pareille. Mais puisque telle est la triste réalité, pourquoi en sommes-nous toujours à végéter dans un état pitoyable? Parce que tout le produit de notre travail, ou presque, est volé par les humains. Camarades, là se trouve la réponse à nos problèmes. Tout tient en un mot, l'homme. Car l'homme est notre seul véritable ennemi. Qu'on le supprime, et voici extirper la racine du mal. Plus à trimer sans relâche, plus demeure la faim. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œufs, il est trop débile pour pousser la charrue, bien trop lent pour attraper un lapin. Pourtant, le voici le suzerain de tous les animaux. Il distribue les tâches entre eux, mais ne leur donne en retour que la maigre pitance qui les maintient en vie. Puis il garde pour lui le surplus. Et qui laboure le sol? Nous. Qui le féconde? Notre fumier. Et pourtant pas un parmi nous qui n'ait que sa peau pour tout bien. Vous, les vaches, là, devant moi, combien de centaines d'hectolitres de lait n'avez-vous pas produit l'année dernière? Et qu'est-il advenu de ce lait qui vous aurait permis d'élever vos petits, de leur donner force et vigueur? De chaque goutte, l'ennemi s'est délecté et rassasié. Et vous, les poules, combien d'œufs n'avez-vous pas pondu cette année-ci? Et combien de ces œufs avez-vous couvé? Tous les autres ont été vendus au marché pour enrichir Jones et ses gens. Et toi, Douce, où sont les 4 poulains que tu as portés, qui auraient été la consolation de tes vieux jours? Chacun d'eux fut vendu à l'âge d'1 an, et plus jamais tu ne les reverras. En échange de tes 4 maternités et du travail au champ, que t'a-t-on donné? De strictes rations de foin, plus un box dans l'étable. Et même nos vies misérables s'éteignent avant le terme. Quant à moi, je n'ai pas de hargne, étant de ceux qui ont eu de la chance. Me voici dans ma 13e année. J'ai eu plus de 400 enfants. Telle est la vie normale chez les cochons, mais à la fin aucun animal n'échappe au couteau infâme. Vous autres,
jeune porcelet assis là et qui m'écoutait. Dans les 12 mois, chacun de vous, sur le point d'être exécuté, hurlera d'atroces souffrances. Et à cette horreur et à cette faim, nous sommes tous astreints. Vaches et cochons, moutons et poules, et personne n'est exempté. Les chevaux eux-mêmes et les chiens n'ont pas un sort plus enviable. Toi, Malabar, le jour où tes muscles fameux n'auront plus leur force ni leur emploi, Jones te vendra à l'équarrisseur, et l'équarrisseur te tranchera la gorge. Il fera bouillir tes restes à petit feu, et il en nourrira la meute de ses chiens. Quant aux chiens eux-mêmes, une fois édentés et hors d'âge, Jones leur passe une grosse pierre au cou et les noie dans l'étang le plus proche. Camarades, est-ce que ce n'est pas clair comme de l'eau de roche? Tous les maux de notre vie sont dus à l'homme, notre tyran. Débarrassons-nous de l'homme, et nôtre sera le produit de notre travail. C'est presque du jour au lendemain que nous pourrions devenir libres et riches. À cette fin, que faut-il? Eh bien, travailler, de jour et de nuit, corps et âme, à renverser la race des hommes. C'est là mon message, camarades. Soulevons-nous! Quand aura lieu le soulèvement? Cela je l'ignore. Dans une semaine, peut-être, ou dans un siècle. Mais, aussi vrai que sous moi je sens de la paille, tôt ou tard justice sera faite. Ne perdez pas de vue l'objectif, camarades, dans le temps compté qui vous reste à vivre. Mais avant tout, faites part de mes convictions à ceux qui viendront après vous, afin que les générations à venir mènent la lutte jusqu'à la victoire finale. Et souvenez-vous-en, camarades, votre résolution ne doit jamais se relâcher. Nul argument ne vous fera prendre des vessies pour des lanternes. Ne prêtez pas l'oreille à ceux selon qui l'homme et les animaux ont des intérêts communs. À croire vraiment que de la prospérité de l'un dépend celle des autres? Ce ne sont que des mensonges. L'homme ne connaît pas d'autres intérêts que les siens. Que donc prévalent, entre les animaux, au fil de la lutte, l'unité parfaite et la camaraderie sans faille? Tous les hommes sont des ennemis, les animaux entre eux sont tous camarades. À ce moment-là, ce fut un vacarme terrifiant. Alors que Sage l'Ancien terminait sa péroraison révolutionnaire, on vit 4 rats imposants, à l'improviste, surgis de leur trou et se tenant assis, à l'écoute. Les chiens les ayant aperçus, ces rats ne durent le salut qu'à une prompte retraite vers leur tanière. Alors Sage l'Ancien leva une patte auguste pour réclamer le silence. « Camarades !» dit-il. « Il y a une question à trancher. Devons-nous garder les créatures sauvages, telles que rats et lièvres, comme des alliés ou comme des ennemis? Je vous propose d'en décider. Que les présents se prononcent sur la motion suivante. Les rats sont-ils nos camarades? Derechef en vota, et à une écrasante majorité, il fut décidé que les rats seraient regardés en camarades. 4 voix seulement furent d'un avis contraire. Les 3 chiens et la chatte. On le découvrit plus tard, celle-ci avait voté pour et contre. Sage l'Ancien reprit. « J'ai peu à ajouter. Je m'en tiendrai à redire que vous avez à montrer en toutes circonstances votre hostilité envers l'homme et ses façons de faire. L'ennemi est tout 2 pattes, l'ami tout 4 pattes ou tout volatile. Ne perdez pas de vue non plus que la lutte elle-même ne doit pas nous changer à la ressemblance de l'ennemi. Même après l'avoir vaincu, gardons-nous de ses vices. Jamais animal n'habitera une maison, ne dormira dans un lit, ne portera de vêtements, ne touchera à l'alcool ou au tabac, ni à l'argent, ni ne fera négoce. Toutes les mœurs de l'homme sont de mauvaises mœurs. Mais surtout, jamais un animal n'en tyrannisera un autre. Quand tous sont frères, peu importe le fort ou le faible,
l'esprit profond ou simplet. Nul animal jamais ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Maintenant, camarades, je vais vous dire mon rêve de la nuit dernière. Je ne m'attarderai pas à le décrire vraiment. La terre m'est apparue telle qu'une fois délivrée de l'homme, et cela m'a fait me ressouvenir d'une chose enfouie au fin fond de la mémoire. Il y a belle lurette, j'étais encore cochon de lait. Ma mère et les autres truies chantaient souvent une chanson dont elles ne savaient que l'air et les 3 premiers mots. Or, dans mon rêve de la nuit dernière, cette chanson m'est revenue avec toutes les paroles. Des paroles, j'en suis sûre, que jadis ont dû chanter les animaux avant qu'elles se perdent dans la nuit des temps. Mais maintenant, camarades, je vais la chanter pour vous. Je suis d'un âge avancé, certes, et ma voix est rauque. Mais quand vous aurez saisi l'air, vous vous y retrouverez mieux que moi. Le titre, c'est « Bête d'Angleterre ». Sage l'Ancien se racla la gorge et se mit à chanter. Sa voix était rauque, ainsi qu'il l'avait dit, mais il se tira bien d'affaire. L'air tenait d'amour toujours et de la cucaracha, et on en peut dire qu'il était plein de feu et d'entrain. Voici les paroles de la chanson. Bêtes d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. L'homme tyran exproprié, nos champs connaîtront l'abondance, de nous seuls ils seront foulés, le jour vient de la délivrance. Plus d'anneaux qui pendent au nez, plus de harnais sur nos échines, les fouets cruels sont retombés, éperons et morts sont en ruine. Des fortunes mieux qu'en nos rêves, d'orge et de blé, de foin, ouïda, de trèfle, de pois et de raves seront à vous de ce jour-là. Oh, comme brillent tous nos champs, comme est plus pure l'eau d'ici, plus doux aussi souffle le vent, du jour que l'on est affranchi. Vaches, chevaux, oies et dindons, bien que l'on meure avant le temps, ce jour-là préparez le don, tout être libre absolument. Bêtes d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. D'avoir chanté un chant pareil suscita chez les animaux l'émotion, la fièvre et la frénésie. Sage l'Ancien n'avait pas entonné le dernier couplet que tous s'étaient mis à l'unisson. Même les plus bouchés des animaux avaient attrapé l'air et jusqu'à des bribes de paroles. Les plus délurés, tels que cochons et chiens, apprirent le tout par cœur en quelques minutes. Et après quelques répétitions improvisées, la ferme entière retentit d'accents martiaux qui étaient beuglements des vaches, aboiements des chiens, bêlements des moutons, hennissements des chevaux, couac-couac des canards. Bêtes d'Angleterre, animaux de tous les pays, c'est ce qu'ils chantaient en chœur à leurs différentes façons, et d'un tel enthousiasme qu'ils s'y reprirent 5 fois de suite et d'un bout à l'autre. Si rien n'était venu arrêter leur élan, ils se seraient exercés toute la nuit. Malheureusement, Monsieur Jones, réveillé par le tapage, sauta en bas du lit, persuadé qu'un renard avait fait irruption dans la cour. Il se saisit de la carabine, qu'il gardait toujours dans un coin de la chambre à coucher, et dans les ténèbres déchargea une solide volée de plomb. Celle-ci se logea dans le mur de la grange, de sorte que la réunion des animaux prit fin dans la confusion. Chacun regagna son habitat en grande hâte, les 4 pattes leur lit de paille, les volatiles leur perchoir. L'instant d'après, toutes les créatures de la ferme sombraient dans le sommeil. Chapitre 2. 3 nuits plus tard, Sage l'Ancien s'éteignait paisiblement dans son sommeil. Son corps fut enterré en bas du verger. On était au début mars. Pendant les 3 mois qui suivirent, ce fut une intense activité clandestine. Le discours de Sage l'Ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts des perspectives d'une nouveauté bouleversante. Les animaux ne savaient pas quand aurait lieu le soulèvement annoncé par le prophète et n'avaient pas lieu de croire que ce serait de leur vivant, mais ils voyaient bien leur devoir d'en jeter les bases. La double tâche d'instruire et d'organiser échut bien normalement aux cochons, qu'en général on regardait comme l'espèce la plus intelligente. Et, entre les cochons,
Les plus éminents étaient Boule de Neige et Napoléon, 2 jeunes verras que M. Jones élevait pour en tirer bon prix. Napoléon était un grand et imposant Berkshire, le seul de la ferme. Avare de parole, il avait la réputation de savoir ce qu'il voulait. Boule de Neige, plus vif, d'esprit plus délié et plus inventif, passait pour avoir moins de caractère. Tous les autres cochons de la ferme étaient à l'engrais. Le plus connu d'entre eux, Brille Babil, un goret bien en chair et de petite taille, forçait l'attention par sa voix perçante et son œil malin. On remarquait aussi ses joues rebondies et la grande vivacité de ses mouvements. Brille Babil, enfin, était un causeur éblouissant qui, dans les débats épineux, sautillait sur place et battait l'air de la queue. Cet art exerçait son plein effet au cours de discussions. On s'accordait à dire que Brille Babil pourrait bien vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À partir des enseignements de Sage l'Ancien, tous trois, Napoléon, Boule de Neige et Brille Babil, avaient élaboré un système philosophique sans faille qu'ils appelaient l'animalisme. Plusieurs nuits chaque semaine, une fois M. Jones endormi, ils tenaient des réunions secrètes dans la grange afin d'exposer aux autres les principes de l'animalisme. Dans les débuts, ils se heurtèrent à une apathie et à une bêtise des plus crasses. Certains animaux invoquaient le devoir d'être fidèles à M. Jones, qu'ils disaient être leur maître, ou bien ils faisaient des remarques simplistes disant, par exemple, « C'est M. Jones qui nous nourrit. Sans lui, nous dépérirons. » Ou bien, « Pourquoi s'en faire pour ce qui arrivera quand nous n'y serons plus ?» Ou bien encore, « Si le soulèvement doit se produire de toute façon, qu'on s'en mêle ou pas, c'est tout un. » De sorte que les cochons avaient le plus grand mal à leur montrer que ces façons de voir étaient contraires à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus stupides étaient encore celles de Lubie, la jument blanche. Elle commença par demander à Boule de Neige, « Après le soulèvement, est-ce qu'il y aura toujours du sucre ?» « Non, » lui répondit Boule de Neige, d'un ton sans réplique. « Dans cette ferme, nous n'avons pas les moyens de fabriquer du sucre. De toute façon, le sucre est du superflu. Tu auras tout le foin et toute l'avoine que tu voudras. »« Et est-ce que j'aurai la permission de porter des rubans dans ma crinière ?»« Camarade !» repartit Boule de Neige. « Ces rubans qui te tiennent en ta cœur sont l'emblème de ton esclavage. Tu ne peux pas te mettre en tête que la liberté a plus de prix que ces colifichets ?» Lubie acquiesça sans paraître bien convaincu. Les cochons eurent encore plus de mal à réfuter les mensonges colportés par Moïse, le corbeau apprivoisé, qui était le chouchou de M. Jones. Moïse, un rapporteur et même un véritable espion, avait la langue bien pendue. À l'en croire, il existait un pays mystérieux, dit montagne de sucre candi, où tous les animaux vivaient après la mort. D'après Moïse, la montagne de sucre candi se trouvait au ciel, un peu au-delà des nuages. C'était tous les jours dimanche, dans ce séjour. Le trèfle y poussait à longueur d'année, le sucre en morceaux abondait aux haies des champs. Les animaux haïssaient Moïse à cause de ses sornettes et parce qu'il n'avait pas à trimer comme eux, et malgré tout, certains se prirent à croire à l'existence de cette montagne de sucre candi, et les cochons eurent beaucoup de mal à les en dissuader. Ceux-ci avaient pour plus fidèles disciples les 2 chevaux de trait, Malabar et Douce. Tous deux éprouvaient grande difficulté à se faire une opinion par eux-mêmes, mais une fois les cochons devenus leurs maîtres à penser, ils assimilèrent tout l'enseignement et le transmirent aux autres animaux avec des arguments d'une honnête simplicité. Il ne manquait pas une seule des réunions clandestines de la grange, et là, entraînaient les autres à chanter Bête d'Angleterre. Sur cet hymne, les réunions prenaient toujours fin. Or, il advint que le soulèvement s'accomplit bien plus tôt et bien plus facilement que personne ne s'y attendait. Au long des années, M. Jones, quoique dur avec les animaux, s'était montré à la hauteur de sa tâche. Mais depuis quelque temps, il était entré dans une période funeste. Il avait perdu cœur à l'ouvrage après un procès où il avait laissé des plumes et s'était mis à boire plus que de raison. Il passait des journées entières dans le fauteuil de la cuisine à lire le journal, un verre de bière à portée de la main dans lequel de temps à autre il trempait pour Moïse des miettes de pain d'oiseau. Ses ouvriers agricoles étaient des filous et des fainéants, les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, les haies restaient à l'abandon, les toits des bâtiments menaçaient ruine, les animaux eux-mêmes n'avaient plus leur suffisance de nourriture.
Vint le mois de juin, et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean, qui tombait un samedi, M. Jones se rendit à Willingdon. Là, il se saoula si bien à la taverne du Lion Rouge qu'il ne rentra chez lui que le lendemain dimanche, en fin de matinée. Ses ouvriers avaient trait les vaches de bonne heure, puis s'en étaient allés tirer les lapins, sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, M. Jones s'affala sur le canapé de la salle à manger et s'endormit, un hebdomadaire à sensation sur le visage, et quand vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien eu à manger. À la fin, elles ne purent y tenir plus longtemps. Alors l'une des vaches enfonça ses cornes dans la porte de la resserre, et bientôt toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les boîtes à ordures. À ce moment, Jones se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans la remise avec ses 4 ouvriers, chacun le fouet à la main. Et tout de suite, une volée de coups s'abattit de tous côtés. C'était plus que n'en pouvaient souffrir des affamés. D'un commun accord et sans s'être concertés, les meurlafins se jetèrent sur leur bourreau. Et voici les 5 hommes en butte aux ruades et coups de corne, changés en souffre-douleur. Une situation inextricable, car de leur vie, leur maître n'avait vu les animaux se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les rosser à qui mieux mieux, voilà qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête et bientôt, renonçant au combat, prirent leurs jambes à leur cou. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mène à la route, les animaux triomphant à leurs trousses. De la fenêtre de la chambre, Madame Jones, voyant ce qu'il en était, jeta précipitamment quelques affaires dans un sac et se faufila hors de la ferme, ni vue ni connue. Moïse bondit de son perchoir, battit des ailes et la suivit en croassant à plein gosier. Entre-temps, toujours pourchassant les 5 hommes et les voyant fuir sur la route, les animaux avaient claqué derrière eux la clôture aux 5 barreaux. Ainsi, et presque avant qu'ils s'en soient rendus compte, le soulèvement s'était accompli, Jones expulsé, la ferme du manoir était à eux. Quelques minutes durant, ils eurent peine à croire à leur bonne fortune. Leur première réaction fut de se lancer au galop tout autour de la propriété, comme pour s'assurer qu'aucun humain ne s'y cachait plus. Ensuite, le cortège repartit grand train vers les dépendances de la ferme pour effacer les derniers vestiges d'un régime haï. Les animaux enfoncèrent la porte de la sellerie qui se trouvait à l'extrémité des écuries, puis précipitèrent dans le puits, morts, Nazière et laisse, et ces couteaux meurtriers dont Jones et ses acolytes s'étaient servis pour châtrer cochons et agnelets. Rennes, licous, œillères, muselières humiliantes furent jetées au tas d'ordures qui brûlaient dans la cour. Ainsi des fouets, et voyant les fouets flamber, les animaux, joyeusement, se prirent à gambader. Boule de Neige livra aussi aux flammes ces rubans dont on pare la crinière et la queue des chevaux les jours de marché.